Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à la chimie organique et dans cette petite introduction, je vais donner quelques définitions et m'intéresser à quelques synthèses qui ont un intérêt historique ou dans l'actualité. Alors tout d'abord, historiquement, on faisait la distinction entre la chimie organique, qui s'intéressait aux molécules issues du monde vivant, par opposition à la chimie minérale, qu'on appelait aussi la chimie inorganique. Jusqu'au XIXe siècle, les chimistes pensaient que la structure des molécules organiques était trop complexe et que l'homme ne pouvait pas les synthétiser, qu'il fallait pour synthétiser de telles molécules une sorte de force vitale et qu'il était impossible aux chimistes de les reproduire ou de les fabriquer. L'essor de la chimie organique a commencé vraiment en 1828, quand le chimiste allemand Friedrich Wöhler a été le premier à synthétiser de l'urée. L'urée, c'était une molécule qui était synthétisée habituellement par les reins, qu'on retrouve dans l'urine. Eh bien, Friedrich Wöhler a réussi à synthétiser de l'urée à partir de composés minéraux. Ça a été considéré comme un tournant historique, puisque les chimistes ont pris conscience qu'il n'y avait pas d'un côté un monde minéral, et puis un monde du vivant avec les molécules organiques, mais que tout ça était rassemblé et que pour passer de l'un à l'autre, on pouvait utiliser la chimie. Et que la chimie rassemblait ces deux mondes, le monde minéral et le monde organique. Cette prise de conscience a montré aux chimistes que l'homme pouvait être capable d'imiter la nature et de reproduire des molécules qu'elle seule synthétisait habituellement. Un autre pas a été franchi quand William Henry Perkin a réussi à synthétiser de manière accidentelle, en fait il voulait synthétiser de la quinine, il a synthétisé de manière accidentelle une molécule qui avait un intérêt important, qui était la mauvéine, qui a été utilisée comme teinture organique et qui lui a permis de gagner beaucoup d'argent. Donc là, les chimistes ont pris conscience qu'ils pouvaient synthétiser deux nouvelles molécules qui pouvaient avoir un intérêt, des molécules qui n'existaient pas forcément dans la nature. Il y a eu ensuite, comme événement important dans l'essor de la chimie organique, c'est l'essor de l'industrie pharmaceutique pendant la deuxième partie du XIXe siècle, qui a commencé notamment avec la production de l'aspirine par Bayer en Allemagne. L'écorce de saule ou encore les tisanes de Reine des Prés étaient connues depuis l'Antiquité pour leurs propriétés contre les douleurs ou pour faire baisser la fièvre. La molécule responsable de ces propriétés a été extraite et isolée. Il s'agit d'une molécule qu'on appelle l'acide salicylique, mais la forme synthétique qui a été commercialisée par Bayer est une forme qui est un petit peu différente. Ce n'était pas l'acide salicylique identique à celui qui était extrait des plantes, c'était en fait de l'acide acétylsalicylique qui avait une structure légèrement différente, qui était inspirée de la molécule issue de la nature mais modifiée par les chimistes, et qui avait de nombreux avantages, notamment celui qui faisait que la molécule était beaucoup moins irritante pour l'estomac et donc plus facilement utilisable en tant que médicament. Je peux citer encore un autre exemple qui montre que les chimistes ont été capables de s'inspirer de la nature pour fabriquer des molécules d'intérêt thérapeutique. Alors je peux parler de l'exemple du Taxol. C'est une molécule qui dans les années 80 avait un avenir prometteur puisqu'elle avait des effets importants sur la prolifération des cellules cancéreuses. Elle a été isolée et extraite de l'IF du Pacifique en 1971, mais le problème qui se posait, c'est qu'il fallait abattre beaucoup d'IF pour extraire suffisamment de Taxol pour traiter des patients. Sur un exemple chiffré, aux États-Unis, ils ont abattu 12 000 IF du Pacifique, ils ont récolté 20 tonnes d'écorce, et à partir de ces 12 000 arbres abattus, ils n'ont obtenu que 2,5 kg de Taxol. Alors il faut savoir que pour traiter un patient, il fallait à peu près 2 grammes de Taxol, et donc on voit que ça posait un gros problème écologique si on avait voulu fabriquer du Taxol uniquement à partir de l'extraction des ifs du Pacifique. Alors il y a des chercheurs qui se sont intéressés à la synthèse du Taxol, notamment des chercheurs d'un laboratoire français, l'Institut de la chimie des substances naturelles, l'ICSN, à Gif-sur-Yvette, et ils ont travaillé sur un moyen d'obtenir le Taxol, non pas à partir d'un extrait naturel, mais par synthèse. Alors vu la structure complexe de la molécule, il paraissait très difficile de synthétiser par une synthèse totale cette molécule à partir uniquement de dérivés de base de la pétrochimie, et ils ont donc cherché à réaliser ce qu'on appelle une hémisynthèse, c'est-à-dire à partir d'une molécule naturelle présente à leur disposition en grande quantité, eh bien ils ont cherché à synthétiser le Taxol. Alors il se trouve que dans le parc du campus autour de l'institut de l'ICSN, il y a des ifs centenaires qui devaient être abattus parce qu'il y avait des travaux et la construction d'une route qui était programmée, mais donc ils ont profité de l'abattage de ces ifs
pour pouvoir rechercher des molécules qui pourraient être de bons précurseurs pour une hémisynthèse. Alors ils ont isolé un certain nombre de molécules, notamment une qui avait des propriétés relativement intéressantes. Ils l'ont extraite des feuilles d'olive, donc qui étaient présentes en grande quantité dans ces feuilles. C'était assez intéressant puisque les feuilles d'olive sont renouvelables et non pas l'écorce, ça évitait l'abattage des ifs. Ils ont trouvé cette molécule qui était la 10-désacétylbacatine et qui avait des propriétés intéressantes mais quand même moins intéressantes que le Taxol. Alors ils en sont servis comme d'un précurseur pour réaliser la synthèse du Taxol. Ils ont eu beaucoup de mal à mettre en place l'hémisynthèse du Taxol à partir de cette 10-désacétylbacatine. Mais lors des tentatives d'hémisynthèse, ils ont obtenu une molécule qu'on appelait le docétaxel ou encore le taxotère. Et cette molécule, après des essais qui ont été réalisés, a montré des propriétés et une efficacité anticancéreuse qui étaient encore bien plus efficaces que le Taxol. Donc on voit que ces composés qui ont été ou extraits directement de la nature ou qui ont été synthétisés par des chimistes en prenant comme exemple des molécules naturelles ont permis d'obtenir des composés d'intérêt thérapeutique indéniable, puisqu'il faut savoir que le taxotère a été mis sur le marché en 1995 et qu'il est toujours utilisé actuellement dans certaines chimiothérapies pour traiter des cancers, même si maintenant le brevet est tombé dans le domaine public. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres recherches qui ont été menées à l'ICSN et qui ont abouti à la découverte de médicaments anticancéreux qui ont été utilisés et qui sont encore utilisés aujourd'hui, notamment ceux issus de la pervenche de Madagascar. Et pour les mêmes raisons que pour l'if du Pacifique, une extraction directe de la pervenche n'était pas possible, et donc il y a des synthèses ou des hémisynthèses qui ont été mises en place par des chercheurs et des chimistes. Donc voilà pour une petite présentation de la chimie organique. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la chimie organique ne se définit pas ou ne se définit plus comme la chimie des molécules issues du vivant. Elle s'intéresse en réalité à la chimie des molécules carbonées qui comprennent au moins un atome de carbone, un atome d'hydrogène, et qui contient aussi généralement des hétéroatomes, c'est-à-dire des atomes autres que carbone et hydrogène, comme par exemple l'oxygène, l'azote, ou des halogènes comme le fluor, le chlore, le brome, le phosphore, etc. Donc on parlera de chimie organique ou chimie du carbone, car c'est cet atome qui a un rôle central en chimie organique. Pour pouvoir comprendre la chimie organique et s'intéresser à la structure des molécules organiques, leur réactivité, etc., eh bien, il faut tout d'abord s'intéresser à la structure de ces molécules organiques et notamment à la structure du carbone. Alors les atomes de carbone qui font donc partie de l'élément chimique carbone possèdent 6 protons, donc ils ont donc 6 électrons dans leur nuage électronique, qu'on peut répartir de la manière suivante: 2 électrons sur la couche 1s, et ensuite 2 électrons sur la 2s, 2 électrons sur la 2p. Et les 2 électrons de la 1s sont des électrons de cœur, les 4 électrons des couches 2s et 2p sont ce qu'on appelle les électrons de valence, et c'est eux qui sont à prendre en compte si on veut s'intéresser à la réactivité du carbone. Un atome de carbone possède donc 4 électrons de valence, il va donc avoir tendance à former 4 liaisons, il y a 4 doublets qui vont se répartir autour de lui, ce qui lui permettra de respecter la règle de l'octet. Alors attention, il n'y a jamais de doublet non liant sur un atome de carbone. Et cet atome de carbone qui va pouvoir réaliser 4 liaisons, en fonction du type, de la nature des liaisons qu'il va réaliser, il va pouvoir avoir autour de lui ou bien une géométrie tétraédrique, s'il réalise 4 liaisons simples, avec un angle de 109 degrés entre les différents doublets non liants qui se répartissent autour de l'atome de carbone. On peut avoir une géométrie plane, quasi triangulaire autour de l'atome de carbone avec un angle voisin de 120 degrés si on a affaire à un carbone qui réalise une double liaison et 2 liaisons simples avec des atomes autour de lui. Et on peut avoir une géométrie linéaire si jamais on a affaire à une liaison simple et une liaison triple autour de l'atome de carbone. Autre chose importante, dans les composés organiques, on va avoir des liaisons carbone-carbone qui sont par nature des liaisons qui ne sont pas polarisées, puisque le partage d'électrons se fait entre 2 atomes de même nature. Et il faut savoir que les liaisons carbone-hydrogène, très faiblement polarisées à cause de la faible différence d'électronégativité entre un atome de carbone et un atome d'hydrogène, seront considérées très généralement comme des liaisons qui ne sont pas polarisées en chimie organique. Alors je fais référence à la polarisation des liaisons, vous pourrez aller voir les petites vidéos qui vous permettront d'avoir quelques rappels là-dessus.
Alors comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la chimie organique, c'est-à-dire la chimie des molécules organiques, l'étude de leur réactivité, leur structure et surtout la synthèse de molécules organiques sert à fabriquer des molécules qui sont utilisables dans des domaines qui sont très variés. La chimie organique, c'est pas juste la pétrochimie, la chimie lourde, la pollution, etc. Mais la chimie organique, c'est aussi la chimie fine, donc on appelle aussi chimie de spécialité, qui va permettre de fabriquer des composés d'intérêt thérapeutique, des médicaments, mais aussi des textiles innovants, des colorants, des cosmétiques, des parfums, etc. Donc la chimie organique a une importance très très grande dans le monde actuel. Alors si je ne voulais prendre qu'un exemple dans l'actualité récente, eh bien je pourrais m'intéresser à la synthèse d'un nouvel antiviral qui a des propriétés qui ont l'air prometteuses dans la lutte contre le coronavirus. Alors cette molécule, c'est le molnupiravir, ou encore appelé EIDD 2801, molécule qui avait été synthétisée et étudiée au départ pour lutter contre la grippe et qui semble avoir des propriétés intéressantes. Cet antiviral est une molécule qui va perturber le cycle de réplication du virus. Alors quel est son principe ? Le principe, c'est que lorsqu'un virus rentre dans une cellule, il va libérer son ARN dans le but de le faire recopier par la cellule afin d'infecter d'autres cellules. Et l'antiviral, c'est une molécule qui va perturber ce cycle de réplication. La molécule de molnupiravir est une molécule qui va être un analogue de ribonucléotide qui va donc être inséré lors de la synthèse dans la cellule, qui va être inséré dans l'ARN du virus, ce qui va donc provoquer une erreur dans le codage de la séquence, et donc le virus ne pourra plus agir correctement si son ARN est mal codé. Le problème qui se pose, c'est que pour effectuer des essais cliniques, il faut disposer de quantités relativement importantes de cette molécule-là, et qu'au départ, vu qu'on n'en était qu'au stade de la recherche, les voies de synthèse de cette molécule-là avaient des rendements qui étaient relativement mauvais, aux alentours de 17%. Alors avant de pouvoir réaliser des essais cliniques d'ampleur, il faut d'abord améliorer les voies de synthèse de cette molécule-là, et c'est ce qui est en train d'être fait par un certain nombre de groupes de chercheurs. La synthèse de cette molécule est une synthèse multi-étapes qui se fait avec de nombreuses étapes. On aurait pu chercher à améliorer le rendement de chaque étape afin d'avoir un rendement global meilleur, puisque c'était la seule voie de synthèse documentée de cette molécule. Mais il y a un groupe de chercheurs qui a cherché à améliorer cette synthèse, à la faire passer de multiples étapes à uniquement 3 étapes, en éliminant des étapes de purification et en utilisant de la chimie, on va dire, verte. Je m'explique, ils ont tenté d'utiliser des enzymes comme catalyseurs spécifiques qui ont permis d'éliminer un certain nombre d'étapes de protection, déprotection et purification, et qui leur ont permis d'obtenir un rendement à peu près 7 fois plus important et de faire gagner énormément de temps puisque la synthèse ne se faisait qu'en 3 étapes. Alors pour l'instant, tout ça est qu'au stade de recherche, puisque les dates de publication sont très très récentes, mais ces voies de synthèse vont permettre de synthétiser la molécule en plus grande quantité, vont permettre de réaliser des essais cliniques de plus grande ampleur, et on a peut-être un espoir de trouver un médicament qui permettrait de lutter efficacement contre le Covid-19. Bien sûr, en terminale, on ne va pas étudier des synthèses aussi compliquées, mais c'était pour donner un exemple dans l'actualité qui va permettre d'illustrer et d'expliquer pourquoi on va s'intéresser dans notre cours au rôle du chimiste pour améliorer une synthèse déjà existante en essayant de la rendre plus propre, plus en adéquation avec les impératifs environnementaux. On va s'intéresser aussi à l'amélioration de la cinétique d'une réaction chimique, comment faire pour obtenir plus rapidement le produit qu'on désire, mais aussi une amélioration du rendement de la synthèse, dans des soucis bien sûr aussi économiques et écologiques. Et pour cela, on va pouvoir travailler sur la sélectivité des réactions. On parlera aussi des étapes de protection, de déprotection, et on s'intéressera aussi à des synthèses multi-étapes.